Bonjour, je suis Aïssatou Aïda Diaby et nous sommes à Grand Bassam, plus précisément à la Maison de l'Art. Nous serons en compagnie d'une figure emblématique de l'art, Monsieur Yeanzi, cet homme, ce citoyen et ce témoin de son époque qui va nous étaler sur ses pensées créatives, artistiques, spirituelles et politiques. Dans cet échange intime, il va nous étaler ses visions de la société. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand format avec Monsieur Yeanzi. Bonjour, Monsieur Yanzi, c'est un Bonjour Aïda. plaisir d'être en votre compagnie pour parler un peu d'art, de situation sociale, politique et spirituelle, pourquoi pas. Alors dites-nous déjà, quel est le rôle d'un artiste dans la société, surtout ivoirienne? Alors, merci Aïda pour cette question. Je le dis parce que ça fait partie justement des questions qui me tiennent à cœur dans l'exercice de mon métier. Parce que je suis artiste, je suis enseignant aussi et je me prête souvent et régulièrement à l'exercice de la pensée sur la société. Alors, déjà, avant de définir le rôle d'un artiste, il faut définir c'est quoi un artiste ou c'est quoi l'art. Ou même dans un contexte plus global, qu'est-ce que c'est la culture? Ça permettra au mieux de comprendre quel est le rôle en ce moment-là d'un artiste. Il faut bien comprendre que la culture, qui est la grande famille abrite l'art et un arsenal d'autres disciplines, la culture, c'est ce qui permet de comprendre le mécanisme de fonctionnement d'une société. D'accord. Donc la culture elle représente l'identité culturelle d'un peuple. C'est la façon de vivre d'un peuple. C'est la façon de penser, de réfléchir, de s'habiller, de parler, voilà, de s'organiser, que ce soit au quotidien ou dans son approche, qu'elle soit millénaire ou voilà, à court ou au moyen terme. La culture, vraiment, c'est ce qui englobe la façon de vivre des communautés, des sociétés humaines. Et il faut comprendre que l'art, c'est l'aspect le plus visible de la culture. Donc la culture, c'est le grand ensemble et l'art, c'est la partie la plus visible. Donc pour connaître un peuple ou pour connaître la culture d'un peuple, on regarde sa production artistique, sa musique, ses arts visuels, sa peinture, son architecture, son cinéma. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon de vivre d'un peuple, l'identité d'un peuple, son patrimoine culturel, sa façon d'être, d'exister, ça s'appelle la culture, c'est exactement ça la culture. L'aspect le plus visible de cette culture-là, c'est les arts. Donc, vous voyez le niveau d'importance de ce qu'est l'art. L'art permet au mieux de comprendre qu'est-ce qu'une société, comment elle fonctionne, quelle est sa mentalité. Et l'art est porté par les artistes. Donc, les artistes sont ceux qui, justement, manifestent ou expriment la chose artistique. Donc là, c'est l'identité de... Absolument. L'art, c'est l'aspect le plus visible de la culture qui constitue la façon de vivre d'une communauté ou d'un peuple. Donc, à ce niveau-là, je dirais que le rôle alors de l'artiste se retrouve plus que central. Parce que on a quelqu'un qui professe ou qui exerce une profession, qui elle-même, cette profession-là, permet de comprendre exactement comment se comportent les 8 milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Africain, un Américain, un Japonais, un Chinois? Donc, on a une entité qui permet de comprendre chaque peuple. Et justement, les ambassadeurs de la compréhension de ces peuples, de ces mécanismes-là, ce sont les artistes. Ils sont porteurs de ce qui permet de comprendre ces choses. Donc, un artiste, c'est aisément quelqu'un à qui on doit donner la parole pour comprendre la société. Donc, un artiste, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut écarter justement du débat public, que ce soit pour le fonctionnement de la société en général ou que ce soit pour quelque compréhension des modèles de développement que ce soit. Un artiste, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la société, qui représente l'ambassadeur de la compréhension, de la culture, de l'identité de cette société-là. Et le rôle d'un artiste, justement, c'est d'influencer, d'introduire, de faire naître des idées créatives qui permettent des idées qui vont permettre à la société d'évoluer ou de régresser aussi. Parce que, quoi que le rôle d'un artiste soit de pouvoir influencer la culture, influencer le modèle de développement identitaire d'une communauté, son rôle aussi, un artiste qui ne comprend pas très bien son propre rôle,
peut aussi produire des choses qui vont faire régresser cette société-là. Ça a déjà été vu et ça s'appelle de la contre-culture, justement. Donc, c'est des choses qui peuvent varier. Donc, le rôle d'un artiste, à partir de la définition de ce qu'est la culture et ce que sont les arts, le rôle de l'artiste se retrouve être un rôle extrêmement fondamental et central. En gros, on ne peut pas construire de société sans convoquer le rôle et l'intervention des artistes. Les artistes pensent le monde et la société dans sa profondeur comme dans sa façon, enfin dans son contexte extérieur. Donc, dans le fond comme dans la forme, les artistes pensent et repensent le monde. Voilà. Donc, les artistes pensent le monde. Dans ce cadre-là, est-ce qu'ils ont une responsabilité sociale ou morale? Ben, écoutez, je disais tout à l'heure que la culture, c'est la façon de vivre d'un peuple, d'une communauté. Donc, c'est sa façon de penser son existence à court terme comme à long terme. Donc, dans son quotidien comme dans son aspect millénaire. Et donc, dès qu'on explique ça, c'est déjà beaucoup plus simple de comprendre que toute la façon de vivre d'un peuple est concernée. Alors, ceux qui sont la figure même de la culture, c'est les artistes, c'est l'art. Donc, ça explique ou ça montre ou ça démontre clairement quel peut être ou quel doit être le rôle de quelqu'un comme ça. Donc, c'est un rôle qui touche à tous les aspects de la société. C'est une implication. L'implication de l'artiste touche que ce soit à l'action sociale, à l'action politique, à l'action identitaire, à l'action psychologique, psychosociologique, religieuse. Les artistes se doivent d'occuper d'occuper leur fonction, d'agir en fonction d'un rôle qui est beaucoup plus déterminant que d'être justement de simples accessoires qui viennent agrémenter la société quant justement à ses heures de loisirs. Donc, c'est beaucoup plus déterminant. La seule définition de la culture démontre à quel point l'artiste intervient et se doit d'intervenir dans tous les aspects du développement d'une société. Parce qu'on ne peut pas penser la façon de vivre d'une communauté ou d'un groupe d'êtres humains sans la culture. Parce que c'est ça la définition de la culture. Et se dire que ceux qui représentent justement cette culture, qui sont le visage de cette culture-là, on va se dire qu'on va les écarter pour penser l'aspect social, pour penser l'aspect identitaire, pour penser l'aspect moral. On ne peut plus les écarter parce que ça fait partie de leur prérogative en tant que citoyen, mais surtout en tant qu'artiste. D'accord. En Côte d'Ivoire, plus précisément, est-ce que vous pensez que ce rôle d'ambassadeur de la culture ivoirienne est très bien représenté, surtout en Côte d'Ivoire? Pour parler de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, j'aime beaucoup l'histoire, autant que j'aime beaucoup la philosophie. L'histoire nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme ça aujourd'hui. Oui. Parce que si on ne convoque pas l'histoire et qu'on s'en tient aux faits, on aura une partie de la solution, on ne pourra jamais proposer des solutions ou des idées qui sont convenables. L'histoire de la Côte d'Ivoire culturelle, je prendrai la période des indépendances jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire d'indépendance, c'est une histoire de mutabilité sociale, c'est une histoire de revendication identitaire. C'est une histoire d'évolution du continent et d'évolution de notre pays. Chaque discipline, chaque activité humaine s'est retrouvée dans l'évolution de notre pays, à apporter sa contribution dans l'évolution de la société. Donc, la grande question est, quelle a été la valeur ajoutée des artistes plasticiens en 67 ans dans l'évolution de la communauté? Quel a été l'apport des artistes dans le débat public, dans la structuration du modèle de développement de notre société? Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faudra comprendre exactement comment est-ce qu'on en est arrivé là. D'accord. À quel moment est-ce que les artistes, justement, ou la question culturelle devient une question qui ne se retrouve plus être une question centrale, sauf quand on a fini de régler les autres problèmes. Je le dis en empruntant la façon de penser de la société ou des gens en société, dans notre pays en général. Tu vas trouver quelqu'un, tu vas lui dire, mais là, bon, vos tableaux, là, ah, ça, c'est des trucs, écoute, c'est des trucs des blancs, hein, ça, nous, on ne veut pas acheter. Donc,
On est déjà dans une façon d'encaserner l'art ou la culture Oui. dans quelque chose de très élitiste. Surtout l'esthétique. Exactement. Donc, c'est le truc étrange qui appartient essentiellement aux gens qui semblent posséder des moyens et pas au reste de la communauté. Donc, à ce moment-là, les artistes plasticiens doivent se demander comment est-ce qu'en 67 ans, ils ont fait pour passer à côté de cette représentation sociale-là. Je parle pour les 30 millions d'habitants qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les artistes sont passés à côté de cette représentation? Je convoque l'histoire, c'est des faits. Je sais que mes pères et nos pères ont énormément travaillé. Je crois qu'à chaque époque, ces combats, ces engagements. Certainement qu'ils avaient d'autres engagements, d'autres combats. Après indépendance, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour chacun des États africains. Je pense qu'ils ont eu des enjeux qui ont été liés à leurs conditions, à leur époque. Et que, heureusement, certains combats ont été menés avec succès, avec brio. C'est pour ça que nous, justement, cette génération se retrouve là, portée sur la scène culturelle mondiale, avec des propositions artistiques qui ne sont pas médiocres. Mais je suis soucieux, moi, de ce que la société vit, de ce que ces 30 millions d'habitants pensent, respirent, transpirent. Autant pour la scène musicale ou pour la musique, on a eu, voilà, depuis Ernesto Djedje, même avant lui, Jimmy Hyacinthe et tout, on a eu justement une forte représentativité au niveau du tissu social, même au niveau même de l'influence enfin, quand il fallait moduler, structurer les pensées de la communauté, le Zoulou était là pour décrier l'État. Voilà, le coupé décalé est venu dans une période justement de crise pour déconstruire ou permettre aux gens de souffler dans une atmosphère de guerre. C'est jamais facile pour une communauté de vivre dans la guerre. En tout cas, quand on prend l'aspect musical, on peut mesurer cet impact et cette présence de la création musicale dans la vie des Ivoiriens ou dans la vie de la communauté. Je dirais exactement la même chose pour le cinéma. Faut pas fâcher qui fait ça. En train de reprendre au quotidien la vie dans les foyers, la vie dans les ménages. Et en fait, c'est des productions musicales qui sont retrouvées au cœur même de la société. Donc, on n'a pas pu passer à côté. Le grand public ne passe jamais à côté des choses. Donc, je rends hommage à mes pères parce que je sais que leur engagement, leur lutte ont porté justement à leur période sur des sujets qui étaient existentiels. Il fallait que les arts visuels existent. Ce n'était pas évident. Les arts de scène et les arts plastiques qui sont des arts muets, ce n'est pas pareil. La scène, il y a la caméra et tout. Mais pour ce type de production, il fallait vraiment se battre pour exister. Et je pense que leur combat, qui est extrêmement noble, a porté ses fruits. Seulement dans les enjeux d'une société comme celle-là, les artistes plasticiens, donc mes pères, ça me concerne aussi, on devrait reconsidérer un peu plus notre façon d'interagir dans le débat public, notre façon de peser dans la vie de la communauté. Parce qu'il s'agit de la culture, la façon intégrale de vivre d'une communauté et de ce peuple. Donc, être en dehors du débat public et n'intervenir que comme un moment accessoire dans lequel on a un peu d'argent et qu'on va acheter son tableau, ce n'est pas une façon très... J'ai envie de dire que c'est à nous maintenant de mener ce combat-là. Donc, pas à nos pères qui ont mené leur combat, leur lutte. Donc, c'est à nous de porter maintenant une autre approche dans notre façon d'exister dans la communauté, dans la société. Je pense que il faut avoir l'humilité de comprendre le monde dans lequel on vit et d'essayer de se mettre à la disposition des modèles de développement qui ont lieu, enfin, qui sont en cours en ce moment dans notre pays et dans toute l'Afrique. Notre pays a besoin de force de proposition, a besoin de réponses. Le débat public a besoin de contributions. Et les artistes plasticiens, ma foi, sont taillés et aiguisés sur mesure, sont des fins observateurs de société, de fins observateurs de mutabilité sociale, mutabilité identitaire. Et c'est une société qui a besoin de ces artistes. Et les artistes plasticiens, en ce moment, devraient en être conscients. Et prendre part très active dans la construction du modèle qui est le nôtre en ce moment et le modèle auquel on aspire et celui vers lequel on veut tendre. Voilà. D'accord, je pense que c'est noté. Il semble que dans l'art, il y a un petit côté spirituel. Comment vous percevez déjà ce côté?
un petit côté spirituel. Ce n'est pas un petit côté spirituel. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres humains. Nous sommes 8 milliards sur la surface du globe. Nous naissons, nous grandissons et un jour nous mourrons. C'est un fait. Donc, il y a le monde physique. Donc, je peux vous toucher, vous pouvez me toucher, je peux toucher ce mur, je peux toucher cette caméra, d'accord? Et ça, c'est le monde matériel. Et il y a le monde des idées. Si vous avez une pensée ou une idée dans la tête, je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la toucher, mais ça ne veut pas dire que vos pensées et vos réflexions n'existent pas. Donc ça, c'est le monde des idées, c'est le monde spirituel, c'est le monde de la réflexion. C'est le monde immatériel. Et l'art, ce n'est que la matérialisation de toutes les idées qui naissent dans l'esprit. Donc, chaque œuvre que vous voyez ici a d'abord germé dans l'esprit de l'artiste que je suis et a fini par le truchement de mes aptitudes, à savoir dessiner, à savoir peindre, à savoir parler, a fini par être matérialisé et c'est ce que vous avez devant vous. Donc, on va dire que dans la production artistique, comme Pablo Picasso aimait le dire, il dit l'œuvre d'art, le moment où il vient créer, c'est le résultat il regarde 1000 fois la société, il regarde 1000 fois le modèle, il imagine 1000 fois, donc il pense 1000 fois, et au moment de venir exécuter, il exécute une seule fois. On va se dire que c'est justement dans ce monde des idées, dans ce monde spirituel-là, que l'intégralité de tout se fait. Et que la matérialisation n'est qu'une séquence ou une petite séquence, un moment où on vient rendre justice aux idées. Donc, il faut beaucoup de spiritualité. Il faut énormément de réflexion. C'est pour ça qu'il faut se former d'ailleurs. Parce que le problème avec la spiritualité, c'est que on a l'impression que c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort de construction, de réflexion. Voilà. Il faut se former. Il faut se former pour apprendre à penser, pour apprendre à réfléchir. Parce qu'on peut aller à l'école, savoir lire et écrire, mais c'est pour ça que j'adore la philosophie, mais ne pas savoir penser. La pensée est une activité entière dans laquelle on apprend à organiser et ordonner ses idées. Et la pensée appartient justement à ce monde de l'immatériel, qui est le monde dit spirituel. Enfin, c'est un lexique, c'est un vocabulaire, en fonction de comment chacun l'appréhende. Voilà. Si c'est un athée, il dira que c'est une réflexion, c'est une idée que j'ai eue. Si on est dans un contexte religieux, il dira que, écoute, c'est un songe, c'est un rêve, etc. Chacun, en fonction du registre dans lequel il aborde la question, traite de la question du monde immatériel comme il le sent. Mais l'art, c'est essentiellement immatériel, spirituel, et la matérialité, c'est ce que vous voyez ici, ce qui finit par donner forme à ce que ce à quoi nous avons pensé. Donc oui, il faut de la formation, et ça, je le dis haut et fort, parce qu'en fait, l'Afrique ou le continent africain a une longue tradition ou un long rapport avec les questions spirituelles. Le problème avec la question spirituelle ou le monde des idées, c'est que c'est un monde qui est très fragile et très éphémère. Les cimetières sont les endroits les plus remplis de rêves non matérialisés, de spiritualité non accomplie, d'actions dans l'esprit qui n'ont jamais pu voir le jour. Parce que la discipline dans la façon de penser et de matérialiser sa pensée, elle passe par l'éducation, la formation et la recherche. Je crois qu'il faut apprendre aux gens à dompter la question spirituelle, à dompter la question immatérielle, à dompter la question de la réflexion pour apprendre à la matérialiser. D'accord. Donc pour moi, c'est important de faire le parallèle entre spiritualité, immatérialité, le monde des idées, le monde de la réflexion et la formation. Voilà. Mais qu'est-ce qui manque à l'art ivoirien? C'est une question globale, elle est générale. Il y a plusieurs types d'art et chaque type d'art a ses problématiques, a ses contraintes. Et, Votre domaine, voilà. l'art plastique. Donc pour parler j'en venais pour parler de ce que je fais moi, je le dis, ce n'est même pas essentiellement valable pour l'art. C'est valable pour l'intégralité de la société. Il faut savoir que l'art
c'est un baromètre. En fonction de comment va l'art, vous comprenez comment va la société. L'art, c'est la manifestation de l'état de santé morale, mentale et émotionnelle d'une société. L'art, c'est un baromètre pour voir comment fonctionne la société. Si vous écoutez la production musicale d'un peuple, vous pouvez savoir exactement quelle est la mentalité de ce peuple. Si vous regardez sa production cinématographique, les sujets qui l'intéressent, vous pouvez savoir quelle est sa mentalité. Si vous regardez la façon de s'habiller d'une communauté, vous pouvez savoir quelles sont ses valeurs morales. Donc, considérez l'art même comme un baromètre, parce que c'est un baromètre qui permet d'apprécier la vitalité de la société. Donc, je ne pourrais pas spécifier et je ne me refuse à spécifier que l'art va comme si en fonction du reste de la société. La façon dont l'art se comporte ou l'art se porte, c'est exactement comme ça que la société ivoirienne se porte. Oui. Prenez le rap ivoire, prenez la production musicale en général, du zouglou au coupé décalé, et maintenant au rap ivoire. Regardez l'aspect comportemental. Regardez le contenu des idées qu'on retrouve dans ce qui est porté à la mémoire ou à la conscience collective. Regardez l'attitude des artistes peintres. Regardez à quoi est-ce que les architectes ou les graphistes sont réduits. D'accord. Vous comprendrez que toute seule, vous voyez, j'ai même pas besoin de la... Donc, regardez la production musicale, regardez la production plastique, regardez la production cinématographique, vous saurez exactement ce qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'estime que c'est un bon baromètre. Donc, la société ivoirienne où l'art respire, transpire et exprime exactement la façon d'être de la société. L'art est à l'image de la société, de cette société. Comment un artiste peut faire bouger les choses dans les cas de tensions politiques ou sociales? Dans le cadre de tensions politiques ou sociales, dans un autre registre, dans un autre cadre, on aurait dit qu'est-ce qu'un artiste a à voir avec les questions politiques ou sociales? Après l'introduction que j'ai faite de c'est quoi l'art, c'est quoi la culture et quel est le rôle d'un artiste, vous conviendrez aisément que, bien sûr, que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse se prononcer. Voilà. Je pense que tout dans nos sociétés, ou tout dans les sociétés africaines en général, vit et fonctionne au rythme de la politique. Voilà. Et quand il y a instabilité ou il y a des remous politiques, socialement, ça se ressent. D'accord. Et les artistes sont aussi des citoyens de cette société-là. Donc, ils ressentent avec beaucoup de sensibilité ce qui se passe dans la société. Donc, ils sont les premiers acteurs ou les derniers, en fonction de l'artiste et puis de son art, à avoir la capacité ou la possibilité justement d'apporter des éléments de réponse ou des solutions. Parce que pour chaque problème, il y a des solutions. Et les artistes, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui, à travers l'histoire, donc vous prenez l'Égypte antique, les pharaons avaient pour grand vizir et conseillers spéciaux les artistes. Imhotep, qui est le père des pyramides, était, après le pharaon, était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. C'est vrai qu'il pensait l'architecture des pyramides, il pensait la pérennité à très long terme de l'Égypte, mais il pensait aussi la santé mentale, l'atmosphère intellectuelle, politique et identitaire de la communauté. Donc, je dis, et je le pense très sincèrement, qu'un créateur qui est bien formé, qu'un créateur qui est aguerri, peut être une force de proposition importante. Parce qu'un artiste, c'est celui qui a suffisamment étudié la société ou identifié quels sont les problèmes. Et quand on a identifié des problèmes, on est à même, quand on est bien formé, quand on est bien structuré, on est à même de proposer des solutions. Et comment rapprocher ce art-là de la population locale? Comment rapprocher, je peux compris? L'art de la population locale, puisque normalement, elle doit refléter l'image de la société.
Alors, j'allais introduire tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fini, Oui, allez-y. j'allais développer tout à l'heure. Les artistes, à travers l'histoire, on prend la civilisation égyptienne, à la civilisation grecque qui a succédé à la civilisation égyptienne. On prend le patrimoine culturel, on prend le rôle des artistes dans chaque grande civilisation. Je vous disais que j'adore l'histoire. Oui. C'est ce qui permet de comprendre. Vous voyez le rôle qu'ont joué des gens comme Imhotep, d'accord? Vous voyez le rôle qu'ont joué des gens comme Platon et Socrate, d'accord? Vous voyez le rôle qu'ont joué des gens comme Léonard de Vinci, comme Pablo Picasso. Vous voyez le rôle que ces artistes-là ont apporté à chacune des civilisations dans lesquelles ces artistes ont évolué. Il y a ce qu'on appelle chez les artistes ou dans l'arsenal de composition des artistes, il y a ce qu'on appelle le programme d'ajustement culturel. Et pour reprendre le terme, c'est le titre d'un livre qu'un intellectuel que j'apprécie particulièrement a rédigé. L'Afrique a-t-il besoin d'un programme d'ajustement culturel? Qu'est-ce qu'un ajustement culturel? Justement, c'est l'âme de l'artiste. L'ajustement culturel, c'est la capacité pour un artiste d'observer une société, d'observer son fonctionnement, d'identifier ses problèmes et de tailler des solutions sur mesure en utilisant des outils artistiques. Production cinématographique. On veut résoudre la problématique parce que tout part de la mentalité, de l'état d'esprit de la société. On veut pouvoir façonner ou refaçonner la façon de penser de la communauté qui est un peu décalée ou qui est totalement décalée. On veut pouvoir faire de grandes campagnes, inciter les injustices, la corruption, les microbes, peu importe, lutter contre l'État qui mine la société. On met en place dans un programme d'ajustement culturel l'élaboration de productions cinématographiques adaptées. Donc, on fait des films. Dans ces films, on crée des symboles, des héros. Vous avez vu Les Invisibles, le film Les Invisibles. On a mis au cinéma quelque chose et on a créé une moralité. On a créé un objectif moral en dépeignant cet art. On met ça en musique. Bon, que d'aller chanter cuit, 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 on peut, à la place de ça, produire dans le contenu un objectif qui va permettre de déconstruire les idées qui sont néfastes pour la communauté et introduire de nouveaux textes. On dit non que c'est ce qu'ils aiment. Ce n'est pas qu'ils aiment ça, c'est parce que c'est ce qu'on leur impose du matin au soir. Le cerveau humain a ça de complexe. Imposez-lui quelque chose à répétition et le cerveau humain finira par l'adapter comme quelque chose de logique, de normal. Donc, bombardez aussi ces gens. Vous ne leur servez pas, justement, des questions autour des problématiques qui sont non essentielles pour la société. Pendant 1000 jours et pendant 24 heures, tu viens lui proposer un programme qui est alléchant. Mais tu as fait ça pendant 1000 jours. Donc, tu as présenté les histoires de fesses pendant 1000 jours, mais présente aussi pendant 1000 jours les questions centrales comme l'auto-emploi, le développement de micro-activités, l'entrepreneuriat, des contenus sur l'entrepreneuriat à répétition pendant aussi 1000 jours ou 1200 jours. Et puis, tu vas faire la balance pour voir. Commencez à chanter ça régulièrement, commencez à danser sur des contenus comme ça, bombardez-les et vous verrez. Et en fait, dans un programme d'ajustement culturel, on aligne le cinéma, d'accord, toutes les formes d'art à grande audience qui modèlent la façon de vivre, de s'habiller de la société. Le cinéma, la musique et les arts visuels. Donc, les campagnes publicitaires, les tableaux des artistes peintres, l'architecture. Enfin, vous mettez tout ça ensemble, vous avez des objectifs centraux, donc ceux d'instaurer de nouvelles manières de penser, beaucoup plus positives pour tirer la société vers le haut. Vous bombardez la société avec ça pendant quelques années. Et le résultat, il est là tout de suite. Des enfants qui grandissent avec ce type de programme, ils finissent par être évolués, élaborés en tant que citoyens. Je ne l'ai pas inventé. Les États-Unis possèdent justement, c'est une des grandes nations que nous connaissons et qui sont aujourd'hui une nation reconnue pour un certain nombre de choses. Ils ont mis en place le soft power américain. C'est un des plus grands programmes d'ajustement culturel au monde. Hollywood, justement, est le fer de lance de ce programme d'ajustement culturel. Ils n'ont même pas un patrimoine culturel aussi grand que le continent africain, européen, parce que c'est une nouvelle nation, une jeune nation. Mais ils ont même inventé des icônes, des modèles, des symboles
au cinéma, qu'on a fini par dériver en accessoires, en bande dessinée. On a modéré la conscience collective de la population américaine. Et en passant, la conscience collective du monde entier. Le drapeau américain est devenu un drapeau. Le drapeau américain, c'est juste un travail de colométrie. Voilà. C'est du dessin. Hein. Un dessin qui devient un symbole puissant. Le symbole est associé dans la conscience collective du monde entier à la puissance américaine. Et c'est un programme d'ajustement culturel. La culture va au-delà de ce qu'on lui a attribué, ce qu'on lui a assigné comme statut ou comme rôle dans nos sociétés. Je pense que l'Afrique ou notre pays ou notre continent passe à côté d'une chance en or. De jeunes sociétés ont dû créer de toutes pièces des icônes Black Panther, des modèles Rambo, qui n'existaient pas dans l'imaginaire, des symboles qui sont devenus finalement advéritons de vie, qui vivent. Et nous, on a des symboles qui sont là, qui ont vraiment existé. Là, je pense à Didier Drogba, des gens qui vivent, je pense à Abla Pokou, je pense dans l'histoire du pays, à Zoukouli, je pense dans l'histoire de ce pays-là, à Samori Touré, à Soumangourou Kanté, Sounidata Keïta, à la reine Zinga. L'Afrique, le patrimoine culturel africain est pavé de gens qui ont vécu et ce patrimoine culturel, on peut l'utiliser aujourd'hui pour mettre sur place un programme d'ajustement culturel à grande échelle pour introduire des valeurs, les valeurs que nous voulons. On entend à longueur de journée les gens dire « Ah, la médiocrité est partout, la médiocrité est partout. » Mais la médiocrité se retrouve partout. Bon, tout le monde dit oui. On sait que, bon, c'est la médiocrité qui a introduit la médiocrité. Médiocrité, exactement. Surtout, on a fini de constater qu'il y a la médiocrité. Mais comment on fait pour résoudre la question de la médiocrité? Eh bien, permettez-moi de porter à la connaissance des uns et des autres que tout ce qui touche à l'imaginaire collectif, ce n'est que par les arts et la culture qu'on peut régler ça. Parce que c'est la culture et l'art qui façonnent l'imaginaire collectif. Regardez la jeunesse ivoirienne, regardez sa façon de vivre. C'est la musique, c'est essentiellement la musique et le cinéma qui taillent sur mesure leur façon de vivre, de manger, de chercher leur compagne, de se marier, leur façon de se structurer. Après la musique et les arts, après les arts les arts en général et la culture, c'est les religions ou c'est la religion maintenant qui taille sur mesure la façon de vivre. Donc, les problèmes que subissent notre société, notre pays, c'est des problèmes qui peuvent trouver leur solution dans des programmes d'ajustement culturel sérieux, élaborés. Et ça, c'est justement la responsabilité des pouvoirs publics et des politiques. Parce qu'il n'y a qu'une décision politique qui peut amorcer et mettre en place des programmes d'ajustement culturel de grande envergure. Parce que nous sommes tous les enfants de l'État. Et dans un pays, c'est l'État qui pose les bases du programme et des objectifs que nous devons atteindre. D'accord. Donc, les artistes sont là. Ils possèdent des aptitudes, des facultés. Ils ont la possibilité de proposer au pouvoir public par leur production artistique et quand ils sont bien formés, bien structurés, monter des programmes plus ambitieux à grande échelle pour peser dans le débat public et pour peser dans le modèle de développement qui est en train de se mettre en place maintenant. Voilà. Au-delà de l'art, si on vous donnait le pouvoir de changer quelque chose, surtout dans la société ivoirienne, que voudriez-vous changer? Qu'est-ce que je voudrais changer? Au-delà de l'art. Au-delà de l'art. Si j'avais ou j'avais le pouvoir de changer quelque chose, ce serait la conscience collective. D'accord. Et comment? La conscience collective et la mémoire. Notre pays est un pays qui a beaucoup de difficultés parce que c'est une population relativement jeune. Les chiffres sont là. 75% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Oui. Un peu moins, donc 50% de cette même population-là doit avoir en moyenne 20 ans, 21 ans. Donc, quand on est devant une population aussi jeune, la conscience collective, donc, c'est ce qui touche tous les Ivoiriens, toute la communauté. Il faut des choses sur lesquelles, au moins quand on dit ça, nous tous, on est d'accord. Quelque chose, des symboles qui deviennent tellement puissants, tellement grands que ça nous rend fiers. Un peu comme, tu vois, il y a le moment où il y a eu la victoire à la CAN.
peu importe les bords politiques, peu importe. Oui. Donc, tout le monde a célébré ça. Donc, ce moment de fierté, d'appartenance, ce sentiment-là, il n'existe pas de façon culturelle dans notre pays. Et si je pouvais changer quelque chose, ce serait à ça que je m'attaquerais. Parce que les clivages et les divisions sont nombreuses, parce qu'il n'y a pas y a pas de symbole autour duquel on peut unir justement cette communauté-là, cette société-là. Et pour moi, c'est important de créer une conscience collective dans laquelle on instaure des symboles. D'accord. Je le dis du mieux que je peux. Je suis très fier d'être ivoirien. Par contre, je ne suis pas fier de ce qui est en train de se mettre en place de façon psychologique, de façon morale, au niveau des mœurs, des valeurs. Il y a une espèce de décadence. C'est une jeune génération. 20 ans, c'est un lycéen, ça. Donc, on va dire que c'est un grand lycée, c'est un lycée assez ouvert. Si on ne prend garde d'introduire ou de commencer à contrer des sous-valeurs, des contre-cultures, un certain nombre de choses qui engendrent, qui amorcent une décadence, dans les prochaines années, dans 50 ans, on risque de regretter des choses qui nous font rire aujourd'hui ou qui nous ont fait rire aujourd'hui. Si j'avais le pouvoir ou si j'avais un quelconque pouvoir, ce serait à la conscience collective que je m'attaquerais pour essayer de construire des symboles forts autour desquels, même quand on sera en palabre ici, on pourra se dire, ah, je le disais tout à l'heure, c'est comme Drogba. Dès qu'on dit Drogba, c'est un symbole vivant. Tout le monde est d'accord. Et autour de ces symboles, soit vivants, les Américains, ils ont presque inventé la plupart de leurs symboles. Voilà. Les acteurs au cinéma, les machins, Black Panther, Superman, ça a été inventé, Père Noël, machin. Donc, nous, on a des symboles qui sont vivants, des symboles qui sont historiques. Ce sera la conscience collective. Une bonne conscience collective construite sur un bon patrimoine culturel peut aider une société sur plusieurs générations. Et ce sera à ça que je m'attaquerai. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez inculquer aux jeunes artistes plasticiens qui suivent vos traces? Pour les Valeur ou qualité? jeunes artistes, j'ai à l'esprit une réflexion par rapport à une petite histoire que j'ai lue, que j'ai trouvée très intéressante. Je suis très passionné d'histoire, je le répète souvent. Tout le monde connaît Léonard de Vinci, le père de la Joconde, le fameux tableau le plus important, le plus cher du monde. Eh bien, figurez-vous que pour la petite histoire, Léonard de Vinci est originaire de Florence. Il vient de Toscane, c'est en Italie. Et à l'époque, donc quand le monde même était le monde, c'était bien, ça marchait bien, c'était l'Église catholique, donc le pape, qui était un des hommes les plus puissants du monde. Il avait au Vatican réalisé une œuvre qui est aujourd'hui monumentale et bien connue, qu'on appelle la chapelle Sixtine. Donc, ils ont fait des fresques dans la chapelle Sixtine. Et à l'époque, il avait demandé à un homme riche et très puissant donc d'aller à Florence pour recruter les meilleurs artistes pour venir travailler sur ce qui allait être le bâtiment le plus important de son époque. Donc, Laurent de Médicis, quand il est allé à Florence, il a sélectionné tous les artistes qu'il voulait, sauf Léonard de Vinci. Et quel était le problème? Laurent de Médicis était un homme instruit, il aimait, était lettré. À l'époque, on dit lettré, c'est pas savoir parler français, il fallait savoir parler latin. Le latin, c'était la langue chic du moment, de l'époque. Donc, Léonard de Vinci prend tout le monde, et puis, Laurent de Médicis prend tout le monde à la demande du pape, sauf Léonard de Vinci. Vous imaginez aujourd'hui si on dit ça? Et finalement, c'est Michel-Ange qui a fait la chapelle Sixtine, qui est là que vous pouvez découvrir au Vatican aujourd'hui. Vous avez Raphaël et les artistes du Quattrocento, sauf Léonard. Donc, Léonard ne savait pas parler latin. Léonard de Vinci venait de Toscane, c'était un villageois, il n'était pas raffiné. Laurent de Médicis n'aimait pas ça. Donc, sur le projet le plus important de son époque, Léonard a été écarté. Vous imaginez pour un jeune artiste, si on sélectionne des artistes qui sont dits majeurs, qu'on les écarte, mais c'est le drame pour aujourd'hui. Léonard ne s'est pas découragé. Au contraire, il s'est dit, on ne m'a pas appelé sur le projet de la chapelle Sixtine. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, Léonard, il avait en horreur le fait qu'un artiste dépende d'une institution ou dépende des riches ou des nobles.
Léonard a quitté Florence. Il dit, il s'est donné comme mission d'étudier, de devenir plus qu'un artiste. C'était son objectif. Il est allé étudier l'hydraulique, il est allé étudier la philosophie, il a étudié la médecine, il a étudié l'architecture, en tout cas, un certain nombre de domaines qui pouvaient aider la société. Léonard de Vinci a étudié tout ça. Et ensuite, il est devenu conseiller pour tous ceux qui avaient de l'argent à Milan et qui voulaient réaliser des choses importantes chez eux. Donc, Léonard quittait le milieu des artistes privilégiés pour aller se former dans autre chose et puis se rendre utile à la société. Figurez-vous que Léonard de Vinci a fini à la cour du roi François Ier, et c'est même là-bas qu'il est mort. Et à la cour du roi François Ier, qui était un des monarques les plus puissants de l'époque, il est devenu le plus grand histoire de l'histoire de l'humanité moderne. On lui doit aujourd'hui la Joconde. Quelqu'un qu'on a marginalisé. À l'époque, on l'a écarté du Vatican, machin, tout ça. Et vous voyez ce qu'il est devenu. Donc, pour les jeunes artistes, si Léonard de Vinci, qui est Léonard, a pu surmonter des choses comme ça, parce qu'il faut toujours avoir pour référence des icônes, des valeurs sûres et des valeurs historiques. Si Léonard a pu réaliser ça, moi, je pense exactement comme Léonard. Quand on n'a pas besoin de toi, ce n'est pas grave. Va te former. De toutes les façons, c'est ton travail seul qui réussira à t'envoyer là où tu veux aller. C'est sûr. C'est pas la véhémence, la protestation ou l'aigreur, la frustration, comme le disait une amie, c'est pas un projet de carrière. C'est ton travail seul. Il faut que les jeunes artistes privilégient le travail. Les mises en scène, les grotesques, le m'as-tu vu, le tape à l'œil, le clinquant, le machin. C'est bien dans un certain cadre, mais ce n'est pas ce qui permet à quelqu'un d'atteindre les sommets. Je n'ai qu'une seule chose à leur dire. De grâce, formez-vous bien. Formation. À l'image de la plupart des disciplines, il y a un véritable problème de formation. Justement, l'illusion de la connaissance, c'est que quelqu'un qui allait à l'école, quand il finit, il pense que c'est parce qu'il est diplômé de ça qu'il est formé. Oui. Alors qu'il porte en lui énormément de tares qui finissent par se matérialiser par le fait qu'il n'arrive pas à progresser justement dans la discipline. Quand quelqu'un est bien formé, quel que soit l'endroit où on te met, on a l'habitude de dire c'est comme boire du manioc. Hein? Où tu veux mettre là, je vais pousser, je vais donner des fruits. Tout ce qu'il faut qu'il fasse, c'est la formation. S'il y a une chose, moi, qui me caractérise, Saint-Étienne, c'est la formation. Jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de me former et de me perfectionner. On ne finit jamais d'apprendre. Mais c'est essentiel. Cheikh Anta Diop disait, même dans le rapport noir, blanc, machin, enfin, tous les conflits qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, il dit, Cheikh Anta Diop, à formation égale la vérité triomphe toujours. Quand tu te documentes, quand tu es bien formé, quand tu es outillé, même quand on ne t'aime pas, on finit par te respecter. Tu es excellent dans ce que tu fais. Mais depuis là, tu es là, on ne te respecte pas. Tu es étonné, tu trouves que tu es fort, mais pourquoi on ne te respecte pas? Mais en fait, c'est que c'est l'illusion de la connaissance. C'est encore plus violent que l'ignorance. Parce que tu as l'impression que tu sais, mais alors que ce que tu sais ne vaut pas un coup. Donc, pour les jeunes artistes, je dis, allez à l'école. Lisez. Tous ceux qui sont contre l'école, qui estiment que dans l'imaginaire collectif, oui, non, oui, sans l'école, là, ça ne donne rien. Non. Moi, je suis contre tous ceux qui s'attaquent à l'école. C'est grâce à l'école qu'on sait s'exprimer aujourd'hui. C'est grâce à l'école qu'on a les véhicules dans lesquels on monte. On a l'avion, on a les maisons dans lesquelles on dort. Toutes les technologies, toutes les évolutions, toutes les avancées technologiques qui permettent aux humains de prendre un téléphone, d'aller sur Facebook et d'écrire école. Là. C'est l'école qui fait qu'il y a les algorithmes que tu écrives ça. Si vous retirez l'école, retirez la civilisation. On sera tous avec des brindilles de balai et des flèches. Donc, misez sur la formation. Moi-même, je continue. D'accord. S'il faut aller travailler, avoir 1, 2, 3, 4 doctorats, je le ferai pour moi-même. Parce qu'on se sent beaucoup plus accompli et beaucoup plus riche. C'est pour moi, et mon père avait l'habitude de nous dire, la plus grande richesse d'un homme, c'est sa tête.
Parce que l'argent, tu peux perdre tout. Ça dépend de là où tu es. Il peut y avoir une crise, il peut y avoir l'effondrement des valeurs, des choses. Tu peux perdre ça. Mais tout ce que tu as acquis là, tu l'auras pour toute ta vie. Et quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, tu trouveras toujours un moyen, parce que tu es intelligent, de trouver une solution pour t'en sortir. D'accord. Les gens qui s'en sortent difficilement, il y a la problématique justement de l'ingéniosité. L'ingéniosité, c'est ce qu'on réussit à acquérir quand on est très bien formé. Quel que soit l'endroit où tu mets, quelqu'un qui est ingénieux, quand tu es bien formé, tu trouves une solution. Donc voilà. Donc pour les jeunes, se plaindre, vociférer, estimer que le système est contre eux, qu'il n'y a pas assez d'opportunités, que je suis seul, il n'y a personne pour m'encourager, n'attendez pas ça. Formez-vous. Et le reste va suivre. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour les jeunes. Donc, à travers vos chefs-d'œuvre, quel message vous communiquez? Vous l'aurez constaté depuis le début de l'interview, moi je suis très à l'aise avec l'idée même d'être un entrepreneur social, d'être un penseur, d'être un contributeur de société. Ce qui m'intéresse, c'est notre plus grand bien, le bien commun qu'on a, notre humanité et nos sociétés. Donc nos villes, nos familles, notre manière de cohabiter, de fonctionner. Euh, et je parlais de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale et de toutes les catastrophes qui font que l'humanité a du monde à évoluer. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup les documentaires sur l'histoire. Mon père, qui est un intellectuel aussi, il a une bibliothèque qui était assez fournie où je pouvais aller lire. Et je me suis épris d'amour pour l'histoire. Et en lisant l'histoire de l'humanité, tu te rends compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'être humain est un être pavé de contradictions. Il aspire généralement à la paix. Tout le monde dit qu'il veut la paix, mais les humains passent leur temps à se faire la guerre et à s'entretuer. Donc, en apprenant ça ou en découvrant ce que l'humain était capable de faire, j'ai, moi, en grandissant, essayé de comprendre pourquoi les gens étaient comme ça. Pourquoi les humains ont une inclinaison aussi délicate, aussi particulière pour le conflit. Surtout que les conflits empêchent les humains non seulement de vivre en bonne intelligence en société, et même de façon générale d'interagir entre pays de façon équitable, honorable et respectueuse pour la vie. Parce qu'on partage tous, on a ça en commun, la planète Terre et notre humanité. Donc j'ai grandi dans un état d'esprit, c'était celui de comprendre déjà comment fonctionnaient les êtres humains, comment fonctionnaient les villes, les communautés, les sociétés, comment fonctionnaient les idéologies religieuses, psychologiques, morales, enfin, toutes les formes d'idéologie. Et en grandissant, quand j'ai commencé à le comprendre, j'étais déjà, j'ai fini par intégrer l'école des arts. J'ai étudié l'histoire de l'art aussi et j'ai vu qu'avant moi, des milliers d'années avant, l'humanité a 2 millions d'années d'ailleurs, des milliers d'années avant, au monde des plus grandes civilisations à l'époque, il y a eu des gens qui ont pensé comme ça et qui se sont dit comment on va faire pour améliorer ou optimiser la façon de vivre des êtres humains. Comment on va faire pour pallier à cette attitude belliqueuse là, qui fait que l'humanité, depuis en 2 millions d'années, on a toujours des problèmes. L'humanité a toujours une guerre à livrer ou à mener. Donc, je me suis dit, bon, moi, le sujet central de l'être humain et de la compréhension des mécanismes de société, mon dessin, là, je vais mettre ça au service de la compréhension de ce phénomène. Comme tous les autres, hein, je dessinais, je fais de l'artisanat, je fais du portrait. Et puis après, j'ai intégré ce talent-là. J'ai essayé de négocier la façon de le mettre au service de cette réflexion qui est une conviction pour moi, qu'il faut améliorer la condition de vie des humains sur la surface du globe. Donc, mon travail est spécifiquement dédié à la compréhension de l'humanité, des mécanismes de vie en société et à la proposition de solutions pour améliorer les conditions de vie des humains à partir des études faites. Mon travail, c'est des études. C'est une vaste étude ou c'est une succession d'études. On a Persona,
qui est une étude introspective sur l'homme, sur l'individu. Donc, c'est un travail sur l'homme lui-même, sa psychologie interne. On a Projection. Ça, c'est les titres de mes différentes collections à travers le temps. On a Projection, c'est une étude sur les communautés. J'ai travaillé ici, je travaille au Maroc, j'ai travaillé en Bretagne, je suis allé aux États-Unis. J'ai essayé, dans les voyages que je faisais, d'observer et puis de comprendre, même de mettre en parallèle les différences qu'il y a d'une société à une autre. Et dans le dernier, enfin, dans l'avant-dernier chapitre du travail que j'ai mené, c'est Colloquium. Donc, j'ai convoqué, puisque je suis passionné d'histoire, j'ai essayé de convoquer l'histoire, la mémoire dans la vie des gens aujourd'hui. Et c'est cruel parce que j'ai découvert que dans la série Colloquium, l'humanité est amnésique. Elle n'a pas de mémoire. Des gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 60 millions de morts, se retrouvent encore aujourd'hui à se mettre dans des conditions qui sont susceptibles de générer encore un conflit mondial. Est-ce que l'humanité a un attrait particulier pour la mort, la chose macabre, la violence, ou est-ce que c'est inhérent à notre propre nature en tant qu'être humain? Donc, c'est en étudiant ces mécanismes-là, je me suis dit que, comme ils sont amnésiques, il faut aller rafraîchir la mémoire des gens pour qu'ils se souviennent que dans l'histoire passée ou lointaine, l'attitude que les gens aujourd'hui ont déjà généré des conflits qui ont failli en finir avec nos civilisations, hein, qui ont fini contre la vie à des millions de gens, et qu'il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Donc, Colloquium, c'est un travail sur la mémoire. Donc, vous voyez qu'entre un travail sur l'introspection personnelle, un travail sur les groupes et les communautés, un travail sur la place de la mémoire, dans laquelle on découvre qu'il y a une amnésie collective qui complique l'évolution et la cohabitation en bonne intelligence des humains. Donc, il y a un travail à faire. Comme je suis africain, le point de départ de mon travail, c'est ma communauté, c'est là où je vis. Donc, mes observations ont commencé là. Donc, il y a beaucoup de figures africaines, ivoiriennes dans les tableaux, mais on arrive à trouver quelquefois des brides, des pans d'histoire dans certains autres tableaux. En fait, d'une collection à une autre, vous verrez que c'est pas pareil. Donc, vous verrez ce que je raconte, ce que je dis, vous le retrouverez à l'intérieur. Donc, mon travail vraiment se consacre exclusivement au bien-être et à la compréhension de l'homme. Je veux et je rêve d'un monde meilleur. D'ailleurs, le tableau qui est là-bas en dit long. Un être humain qui poursuit un globe terrestre. Donc, comment rendre optimisé, améliorer, je ne suis pas naïf, je sais que, voilà, tout ne sera jamais rose, ce n'est pas un paradis, mais comment au moins optimiser, améliorer les conditions de vie. Voilà. Donc, mon travail, c'est l'humain, son développement et l'amélioration de ses conditions de vie. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur Zapping Media.